Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une histoire tout bonnement effroyable, vous n'allez pas en revenir. Donc accrochez-vous bien à vos sièges, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un petit pouce vers le haut et on est parti. J'ai découvert cette affaire dans le numéro hors-série Mystère et Paranormal du Nouveau Détective, un format que j'ai beaucoup apprécié puisqu'il est différent de ce que propose le magazine habituellement, c'est-à-dire qu'on va retrouver les histoires paranormales entre deux affaires criminelles. N'hésitez pas également à découvrir les différents numéros hors-série du Nouveau Détective qui sort régulièrement des numéros sur des thèmes bien précis. 26 mai 2012, c'est un bel après-midi et dans les environs de 13h, Larry Vega enfourche son vélo et longe les plages animées de Miami en Floride. Cette semaine, c'est la Urban Beach Week, un festival de hip-hop qui attire les fêtards de tout le pays. Larry bifurque sur MacArthur Causeway, une chaussée fréquentée entourée de parcs publics. C'est en remontant vers Biscayne Boulevard que son regard est attiré vers une scène très étrange. Deux hommes, couchés l'un sur l'autre, en travers de la piste cyclable. L'un des deux hommes est complètement nu et l'autre en dessous ne porte qu'un pull vert. Au début, Larry pense à deux SDF en train de s'adonner à des relations intimes en public, mais en y regardant de plus près, ce n'est pas ça. L'homme au-dessus n'est pas en train d'embrasser la personne en dessous, mais il est en train de lui arracher la joue. The guy was like tearing him to pieces with his mouth. So I told him, get off. And the guy just kept eating the other guy away, like ripping his skin. Larry n'arrive pas à décoller les yeux de cette boucherie qui est en train de se dérouler sous ses yeux et le cannibale semble de plus en plus enragé. Il arrache la joue de sa victime, puis son nez. Bref, il y a du sang de partout. La scène semble durer des heures, puis la police arrive enfin. Larry Vega was able to wave down a police officer. And the police officer climbed over the divider and got in front of him and said, get off. He told him several times, and the guy just stood his head up like that with a piece of flesh in his mouth and growled. Ramirez n'a pas le choix et il tire une première fois sur le cannibale en plein dans l'épaule. Mais le forcené ne sursaute même pas. Il faudra pas moins de 4 balles, dont une entre les omoplates, pour que l'homme bascule enfin sur le côté. La dernière balle lui a été fatale. Il est 14h13. Les caméras de surveillance ont tout enregistré de l'attaque qui a duré plus de 18 minutes avant que la police y mette fin. La victime, un SDF, est dans un piteux état, mais il est en vie. Et il faut agir vite si on veut le sauver. Difficile à croire que ce fou furieux assoiffé de chair fraîche et responsable d'un tel carnage soit en fait un homme ordinaire comme vous et moi. Son nom, c'est Rudy Eugene, 31 ans. Il est né à Miami le 4 février 1981 et ses parents sont immigrés d'Haïti. Ses parents ont divorcé quelques mois après sa naissance, donc il n'a pas connu son père, un certain Pellissier Fenus. Mais malgré tout, sa mère, Ruth, lui a offert une enfance et une éducation normale. Elle se rappelle qu'à la naissance de son fils, elle l'avait regardé dans les yeux et elle s'était dit « Quel beau garçon !» Rudy venait à peine de naître, mais il avait déjà tout plein de cheveux et surtout il avait un regard vif, éveillé pour son âge. Elle travaillait d'abord dans une usine de fabrication de chaussures où elle gagnait tout juste de quoi nourrir et subvenir aux besoins de son fils et envoyer un peu d'argent à sa famille restée à Cap-Haïtien en Haïti. Elle était issue d'une famille très pauvre de fermiers et elle se souvient que dans son enfance, parfois sa mère n'avait même pas de quoi acheter du sucre pour son thé. C'est pour ça qu'elle se sentait un peu obligée, pour elle c'était un devoir d'aider sa famille restée au pays. En 1985, Ruth se remarie avec un certain Melimon Charles. Rudy a alors 4 ans. Et elle aura 2 autres enfants avec cet homme, l'un prénommé Thompson et l'autre Markenson. Et il faut savoir que Melimon a adopté Rudy comme son propre fils. C'était un petit garçon vif et passionné qui avait un appétit de loup et qui avait un talent inné pour dessiner des portraits de famille. C'était aussi le petit chanteur de la famille parce qu'il chantait en boucle « Yes, Jesus Loves Me », une chanson religieuse reprise notamment par la grande Whitney Houston. La religion fait partie intégrante de la famille de Rudy et tous les dimanches, ils assistent à la messe à l'église évangélique baptiste fréquentée en grande majorité par la communauté haïtienne. Lorsque Rudy a 8 ans, sa mère commence à lui enseigner les notions de la Bible parce qu'elle considère qu'à cet âge-là, il est capable de la comprendre. Le jour où elle a tendu à son fils aîné sa première Bible, elle se rappelle lui avoir dit « C'est ta vie. Tout ce dont tu as besoin de savoir sur la vie se trouve dans la Bible. » La vie de Rudy est vraiment rythmée par la religion et on a l'image d'un petit garçon toujours bien peigné, avec une chemise et un pantalon impeccable, des petites chaussures brillantes et une Bible toujours dans sa main, se rendant tous les dimanches avec sa famille à l'église.
Mais en grandissant, Rudy s'en éloigne un petit peu et il se rend de moins en moins à l'église. Mais par contre, il est toujours aussi croyant, il ne rate pas une seule prière le soir et il a toujours sa petite Bible à portée de main et il trouve toujours une excuse pour en citer un verset à qui veut bien l'entendre. Et au lycée, ses amis vont le surnommer affectueusement le pasteur parce qu'il est toujours en train de prêcher la bonne parole. Mais à 14 ans, il va apprendre une nouvelle qui va le bouleverser puisqu'il va apprendre que l'homme qu'il a toujours appelé papa depuis sa naissance n'est en fait pas son père biologique. Pélissier Fenus a perdu la vie alors que Rudy avait seulement 6 ans et cette nouvelle va d'autant plus le frustrer que même Ruth n'était pas au courant, donc Rudy n'aura jamais l'occasion d'en savoir plus sur son père et sa mère n'avait même pas ne serait-ce qu'une photo à montrer à son fils. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Rudy va un petit peu changer au fur et à mesure qu'il grandit. Alors qu'il a 16 ans, en 1997, il est placé en garde à vue pour coups et blessures. En 5 ans, il sera arrêté pas moins de 7 fois pour vente et consommation de stupéfiants, entre autres. C'est dommage puisqu'en parallèle, c'était un garçon très sportif, ce qui lui a permis d'intégrer l'équipe de football de son lycée, le North Miami High School. Il était littéralement taillé pour ce sport. Ses amis et camarades de classe le décrivent comme un garçon gentil, drôle, avec un beau et chaleureux sourire. Sa mère, comme toutes les mamans, a beau le tanner pour qu'il intègre une université ou qu'il fasse au moins une formation, mais elle se heurte toujours à un mur et pire encore, ses discussions finissent toujours en bagarre générale. Ruth s'était reconvertie en infirmière auxiliaire, alors elle souhaitait que son fils suive le même chemin puisque selon elle, il y avait du travail dans le domaine de la santé. À la place, à 17 ans, Rudy décide de déménager de chez ses parents et il vagabonde un petit peu à droite et à gauche. Il va dormir chez ses amis, des fois il dort chez ses parents. On ne sait pas trop ce qu'il fait de sa vie. Pour survivre, il enchaîne les petits boulots. Il travaille d'abord dans une casse automobile, puis il devient conducteur de chariot élévateur, puis il travaille à McDo et enfin il devient laveur de voitures. Comme dit plus tôt, Rudy s'adonnait aussi à des activités illégales comme la vente de stupéfiants et ses amis prennent un peu sa défense en disant qu'il faisait de son mieux pour s'en sortir. D'ailleurs, lui, son rêve, c'était d'ouvrir sa propre station de lavage auto. Mais en 2004, Rudy va se trouver à nouveau dans le pétrin après qu'une énième dispute avec sa mère ait dégénéré au point où elle a dû appeler la police. Rudy était hors de lui. Il était en sueur, il hurlait, il cassait tout sur son passage et il a même brisé la table de la cuisine. Un moment, il a poussé sa mère hors de la cuisine et il lui a hurlé « Tu vois de quoi je suis capable ? Je vais mettre un pistolet contre ta tête et je vais te tuer !» Mais même à l'arrivée de la police, Rudy n'est toujours pas calmé. Il serrait les poings, il menaçait les policiers et quand l'un d'eux a sorti son taser, il lui a dit « Tu vas faire quoi ? Me taser ? Je vais te botter les fesses !» Et il a fallu pas moins de 3 coups de taser pour maîtriser le jeune homme. Et pour l'anecdote, apparemment Rudy est le premier homme à avoir été tasé dans l'état de Floride. C'est un palmarès comme un autre. Au poste de police, Rudy reprend un peu ses esprits et il présente tout de suite ses excuses. « Je suis désolé, je n'aurais jamais dû réagir ainsi, mais ma mère me met hors de moi parce qu'elle me traite tout le temps de clochard. » Ruth, qui aime son fils, va abandonner sa plainte, mais Rudy va accepter de plaider coupable pour avoir résisté sans violence à son arrestation et il est mis à l'épreuve. En 2005, Rudy a 24 ans et il va épouser une certaine Jenny Ducktent, une ancienne camarade du lycée. Mais leur idylle ne va durer qu'1 an et demi environ, puisqu'en 2007, le couple va divorcer et Jenny dira que c'est parce que Rudy était un homme violent. Courant 2007, Rudy va rencontrer une certaine Rikia Cross au feu rouge. Leur rencontre, elle est assez spéciale, puisqu'en fait, leurs regards se sont croisés, Rudy a klaxonné, et Rikia, qui a trouvé Rudy mignon, lui a donné son numéro de téléphone, et c'est ce qui a marqué le début d'une relation tumultueuse qui va durer 5 ans. Elle se souvient que le matin du drame, Rudy était très étrange. Il l'a réveillée à 5h30 du matin en lui disant qu'il avait rendez-vous avec un ami, puis il s'est mis à fouiller son armoire de fond en comble en mettant le bazar et des habits de partout sur le sol. Ensuite, il a embrassé Rikia sur la bouche en lui souhaitant une bonne journée et il a pris sa petite Bible ainsi qu'un petit carnet marron sur lequel il gribouille des phrases et il est parti. Et c'est la dernière fois que Rikia aura des nouvelles de Rudy puisqu'il ne répondra pas à sa 12aine d'appels dans le courant de la journée. On le sait maintenant, Rudy s'était rendu à la Urban Beach Week comme tout fan de hip-hop qui se respecte. Il a garé sa voiture un peu n'importe comment dans les alentours de la plage et lorsqu'il a essayé de la redémarrer pour se garer ailleurs, elle a refusé de démarrer. Alors Rudy l'a abandonnée sur place et fatalement les agents qui étaient en patrouille dans le coin ce week-end-là ont fait embarquer sa voiture à la fourrière.
Ensuite, c'est flou. On ne sait pas trop ce qu'a fait Rudy au festival, mais apparemment, il serait resté moins d'1 heure avant de décider de prendre la route à pied. Et il est passé par MacArthur Causeway, ce qui représente déjà 5 km de marche. Ce matin-là, il faisait extrêmement chaud puisqu'on frôlait les 32 degrés, donc il était quand même difficile de marcher en plein soleil sous de telles températures. Et c'est au cours de son périple que Rudy a commencé à se déshabiller intégralement et à semer ses vêtements un peu partout sur le chemin, et il a même dispersé des pages de sa Bible. Était-il en train d'halluciner? Était-il sous l'emprise de quelque chose à ce moment-là? En tout cas, ce que la police regrette, c'est que la voiture de Rudy soit tombée en panne, puisque s'il avait pris la même route en voiture, il serait passé juste à côté de la piste cyclable sans jamais croiser sa victime. Mais à la place, il tombe nez à nez avec Ronald Popo, 65 ans, qui était venu chercher un peu d'ombre sous le pont de la piste cyclable. Ronald Popo est né le 17 mai 1944 et il n'a pas toujours été dans cette situation. Il a grandi à Brooklyn, à New York, et il est allé dans le lycée prestigieux Stuyvesant High School à Manhattan, où il a suivi l'option latin et y a travaillé en tant que conseiller d'orientation. Il faut savoir que le lycée Stuyvesant a compté de nombreux élèves célèbres, dont 4 prix Nobel, et avec ses hautes exigences, il est quasi certain d'intégrer de grandes universités par la suite. Mais Ronald abandonne ses études en 1965 après avoir intégré l'université City College of New York. Ronald était apparemment brièvement dans un groupe de musique puisqu'il jouait de la guitare, mais il a surtout travaillé et accompagné les groupes de musique dans les bus lors de leurs tournées. On ne sait pas grand-chose d'autre de sa vie, on sait juste qu'il a épousé une certaine Teresa Chesler, avec qui il aura une fille, Janice, née en 1968. En 1970, Teresa divorce de Ronald et il abandonnera sa fille alors âgée de 2 ans. Ce sera la dernière fois qu'elle voit son père avant d'apprendre la terrible nouvelle dans les médias. On considère que Ronald est devenu SDF dans les environs de 1976, car cette année-là, il s'était fait soigner d'une blessure par balle et dans son dossier, il avait mis comme adresse un centre d'hébergement de l'armée du salut. Comme son agresseur, il est aussi connu de la justice et il a été arrêté plusieurs fois pour de petits crimes tels que des intrusions de l'ivresse sur la voie publique et en 1983, il avait même été arrêté pour avoir dormi en public. Popo dort dans les rues de Miami depuis une 30aine d'années. Et avant ça, il avait vécu quelque temps en Nouvelle-Orléans dans les années 80. Malgré les conditions difficiles, Ronald n'a jamais vraiment accepté d'aide des associations. On sait qu'il a dormi une 100aine de jours dans un centre d'hébergement, puis d'autres jours par-ci par-là à droite et à gauche, et qu'il a aussi vu 2-3 assistantes sociales, mais il a toujours fini par retourner dans la rue. D'ailleurs, le 24 mai 2012, 2 jours avant l'attaque, des bénévoles du service d'aide au SDF de Miami ont trouvé l'homme et lui ont proposé les services du Miami-Dade County Homeless Trust, qui fournit entre autres un toit pour la nuit, un repas et potentiellement une aide, mais Ronald a gentiment refusé. Et c'est comme ça que 2 jours plus tard, le 26 mai, dans les environs de 13h50, il croise Rudy Eugene, complètement nu, qui s'avance vers lui. Au début, comme le dit Ronald, Rudy a l'air sympathique, mais ça ne va pas durer. Il va commencer par se plaindre de ne pas avoir pu acheter des stupéfiants sur la plage du festival, il n'était pas très cohérent dans ses propos, et d'un coup, il a commencé à être plus agressif, à invectiver Ronald et l'accuser de lui avoir volé sa Bible. Mais Ronald insiste, il n'a absolument rien fait pour provoquer cet homme, il ne lui a rien volé, il a été très poli envers lui, vraiment il n'a rien fait pour déclencher une telle colère. For a very short amount of time, I thought he was a good guy. But he just went and turned berserk. He apparently didn't have a good day at the beach, and he was coming back. And I guess he took it out on me or something. I don't know. Soudain, Rudy lui a hurlé. Toi, moi mon pote et personne d'autre. Je vais te tuer, avant de lui sauter dessus. Il a d'abord essayé de lui arracher le pantalon avant de lui donner plusieurs coups de poing. Ronald en dessous avait du mal à se défendre. Il m'a attaqué, déchiré le visage en lambeaux et il l'a mâché. Il m'a arraché les yeux. En gros, c'est tout ce qu'il y a à dire. Il m'a écrasé la tête sur le trottoir. Mon visage était tout tordu, tout ratatiné. Il m'a étranglé et arraché les yeux en même temps. L'attaque a duré 18 minutes. 18 minutes pendant lesquelles Ronald se battait pour sa vie et pendant lesquelles il était parfaitement conscient et ressentait tout ce qui se passait. Après avoir neutralisé l'agresseur, Popo est conduit à l'hôpital dans un état déplorable, mais parfaitement conscient.
Alors toutes les photos et les vidéos du visage de Ronald Popo sont disponibles sur internet puisqu'il a donné son accord et il s'affiche avec son nouveau visage, mais j'ai pris la décision de ne pas les mettre puisqu'elles sont très choquantes, malgré tout, elles sont très choquantes, donc j'ai pas envie de vous imposer ça, à vous d'aller regarder sur internet, mais par contre je vais décrire en détail l'état de son visage, donc n'hésitez pas à sauter ce passage et je vais vous mettre un petit timer quelque part pour que vous puissiez sauter ce passage si vraiment vous êtes sensible. Il lui manque 75 à 80% de son visage au-dessus de la barbe. Ses deux yeux sont arrachés, avec l'œil gauche qui pend hors de son orbite. En plus de la défiguration, Ronald risque l'infection puisque les morsures humaines sont d'autant plus dangereuses que la bouche humaine n'est pas très propre et elle est vecteur de maladies et de microbes. Plusieurs interventions ont été nécessaires pour reconstruire son visage, ce qui a pris des mois, mais malheureusement il restera pour toujours défiguré et aveugle. La question d'une greffe totale du visage a été posée, mais la situation de Ronald ne le permet pas trop et les coûts seraient vite trop élevés, sans compter le fait qu'après cette intervention, il faudrait que Ronald prenne un traitement à vie pour éviter le rejet, ce qui représente beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. À la place, les chirurgiens ont fait en sorte que les plaies et les parties de son visage, littéralement à nu jusqu'à l'os, soient protégées des infections. Ensuite, pour que les plaies puissent bien guérir, on s'est servi de la peau du ventre de Ronald, de la peau synthétique et ainsi de la peau de personnes décédées pour recouvrir le tout et refaçonner à peu près un visage. Une cagnotte a été mise en place pour financer les soins de Ronald et elle a atteint 100 700 $ en juillet 2012. Peu à peu, l'homme a réussi à se rétablir et il a pu parler à la police. Il les a même remerciés de lui avoir sauvé la vie en disant que sans eux, il ne serait probablement plus de ce monde. I thank the Miami Police Department for saving my life. If they didn't get there in the nick of time, I would have definitely been in worse shape. Possibly I'd be DOA. Il a beau avoir perdu une partie de son front, ses sourcils, ses yeux, son nez, ses joues, il a réussi à prendre 23 kilos et il a réappris petit à petit à se nourrir seul, à se laver, s'habiller, se raser. Il a été depuis transféré au Jackson Memorial Purdue Medical Center, un établissement de soins de longue durée à Miami en Floride, où on l'a autorisé à rester indéfiniment. En 2013, soit environ un an plus tard, Ronald a repris du poil de la bête et il se dit même heureux. À 66 ans, il s'exprime pour la première fois sur cette tragédie. Bien évidemment, son visage porte les stigmates de la violente attaque qu'il a subie, mais on voit clairement le progrès. Just generally thanks for contributing and helping out. People in my predicament need to be helped out, and I'm sure there's other people also that have the same type of predicament. I thank the outpouring of people in the community. I will always be grateful for that. Ce qui frappe le personnel hospitalier ainsi que la police, c'est que dans la voix de Ronald, il n'y a aucun ressentiment, aucune colère, c'est presque même s'il va trouver des excuses à son agresseur, puisque jusqu'à maintenant, il maintient que s'il a agi ainsi, c'est sûrement parce qu'il a dû passer une très mauvaise journée. Dans cette épreuve, Ronald a repris contact avec sa sœur Antoinette, qui lui téléphone régulièrement et qui passe même le voir, et la pauvre, elle a tellement pitié de son frère qu'elle se dit même contente que sa mère ne soit plus de ce monde pour voir ce qu'on a fait à son fils. Malgré tout, Ronald reste assez réticent à l'idée de recevoir des visites, il ne parle pas trop, il n'a pas trop envie de recevoir du monde et il ne sort que très peu. Aux dernières nouvelles, sa fille Janice ne sait pas si elle a envie de revoir son père. Elle a essayé de reprendre contact avec ses oncles et ses tantes, elle prend des nouvelles par leur biais, mais elle n'ose pas trop appeler son père et c'est compréhensible. À l'époque, elle avait essayé de le retrouver par tous les moyens et elle avait même fait appel à un détective privé, mais après 15 ans de recherche et toujours aucune trace de son père, Janice et même tout son entourage se sont fait à l'idée que Ronald avait sûrement perdu la vie et qu'il n'était plus de ce monde depuis un bon bout de temps déjà. Donc imaginez le choc de voir son père dans le journal et pour une raison aussi terrible. Quoi qu'il en soit, Ronald se dit heureux et il apporte beaucoup de positivité et de bonne humeur au centre médical où il est interné. On lui a proposé des chirurgies supplémentaires plus pour l'esthétique, histoire de lui fabriquer un nez et des prothèses pour les yeux, mais Ronald refuse, déjà non seulement parce qu'il en a assez de passer sous le billard, mais aussi parce qu'il dit lui-même de sa bouche que de toute façon il est aveugle et il s'en fiche de son apparence et il s'en fiche encore plus de ce que peuvent penser les gens sur son apparence. L'autopsie de Rudy Eugene soulève encore quelques questions.
Au départ, on a trouvé seulement de la marijuana dans son organisme ainsi que des pilules non digérées, mais les résultats ne sont pas très satisfaisants car tout le monde est unanime. Rudy a sûrement pris quelque chose de fort pour en arriver là et on pense directement à une nouvelle drogue à la mode baptisée les sels de bain puisqu'ils sont en forme de cristaux. On l'appelle aussi Ivory Wave, Vanilla Sky ou Bliss, bonheur, béatitude en anglais, et elle est dérivée du LSD. Sauf qu'en plus de décupler l'énergie et la force, elle donne des effets secondaires à peine croyables. La personne commence par halluciner, avoir très chaud, d'où le déshabillement total de Rudy, et elle plonge en plein délire. Mais le plus effrayant, c'est que le consommateur semble se transformer littéralement en zombie. Avec le cas Rudy Eugene, il y a aussi le cas Alexander Kinua, étudiant de 21 ans, qui a assassiné et dévoré son colocataire le 31 mai 2012, 3 jours après l'attaque de Ronald Popo, et également le cas Austin Aroof, étudiant de 19 ans, qui a ôté la vie à 2 personnes au hasard à leur domicile avant de dévorer le visage de l'un d'entre eux. Pour les 3, on soupçonne une consommation de ces fameux sels de bain, mais à chaque fois, on ne trouve rien dans leur organisme. Les enquêteurs et les scientifiques émettent l'hypothèse que les sels de bain pourraient être indétectables dans l'organisme, d'où les résultats négatifs. En tout cas, pour tout le monde ainsi que pour la victime, Rudy n'était pas dans son état normal. Mais l'autopsie va révéler quelque chose d'intéressant. Elle va révéler qu'il n'y avait aucun morceau de chair dans l'estomac de Rudy. Par contre, il en avait quelques morceaux entre les dents. Ce qui veut dire qu'il avait arraché la peau de sa victime, mâché des bouts, qu'il avait recraché immédiatement sur le trottoir. Alors on se demande si on peut parler de cannibalisme dans ce cas. L'entourage de Rudy informe les enquêteurs que jamais il n'aurait consommé sciemment de substances fortes. Oui, il avait un problème avec la fumette, mais il essayait d'arrêter, et lui qui était déjà incapable de prendre ne serait-ce qu'un Doliprane, jamais il n'aurait accepté quelque chose d'un inconnu dans la rue, à moins qu'il n'ait été drogué à son insu. On n'écarte pas non plus l'hypothèse de la maladie mentale. Austin Aroof a été déclaré irresponsable pour cause de troubles mentaux et Alexander Kinua souffrirait lui de paranoïa ainsi que de schizophrénie. Rudy Eugene a déjà présenté des symptômes de troubles mentaux par le passé et il avait même fait preuve d'une force surhumaine lors de son arrestation en 2004 après qu'il ait menacé sa mère de la tuer. Et apparemment après cette arrestation il avait été déclaré schizophrène, mais on ne sait pas si ce diagnostic a été confirmé, s'il y a eu un suivi ou si Rudy était sous traitement. Joe Aurelius, un ami proche du jeune homme, a confié que Rudy lui avait déjà dit qu'il souffrait de dépression et qu'il voulait mettre fin à ses jours. Rudy se battait contre un démon et ce jour-là, il a perdu. La mère de Rudy a eu un mal fou à trouver une église qui veuille bien s'occuper des funérailles de son fils. Et la communauté haïtienne lui a en quelque sorte tourné le dos puisque personne à cette heure-ci ne veut être associé à celui qu'on surnomme le zombie de Miami. Elle a longuement prié et pleuré à la chapelle et surtout elle était très frustrée que toutes ces églises lui aient tourné le dos à elle et son fils alors que la religion prenait vraiment une place importante pour eux. Elle refuse aussi qu'on traite son fils de zombie. Même si elle a vu les vidéos atroces des caméras de surveillance, elle veut que le public sache que son fils était avant tout un être humain et un homme bon, pieux et toujours prêt à aider son prochain. Mais Lemon Charles, le beau-père de Rudy, regrette même que la police l'ait abattu. Si j'étais un policier, ce n'est pas comme ça que j'aurais traité un être humain. Je l'aurais tranquillisé et essayé de comprendre ce qu'il se passe. La petite amie, les frères de Rudy et ses amis sont unanimes. Rudy n'aurait jamais pu faire quelque chose d'aussi horrible. La petite amie de Rudy ira plus loin et dira que soit il avait été drogué à son insu, soit il avait été victime de sorcellerie vaudou. Elle-même n'est pas haïtienne et elle ne croit normalement pas en la sorcellerie, mais pour elle, ça ne peut être que ça. Le vaudouisme ou le vaudou est une pratique et croyance très répandue à Haïti. Même si on détache le vaudou de la sorcellerie, qui seraient deux choses très différentes, contrairement à la croyance populaire, la petite amie de Rudy et même des inconnus s'accrochent à cette théorie. Mais même la mère de Rudy n'y croit pas trop, elle trouve cette théorie un peu tirée par les cheveux, et puis de toute façon, ni Rudy, ni elle, ni son entourage proche n'a remis un pied à Haïti, et elle ne voit vraiment pas qui aurait pu envoûter son fils. I think about Rudy every day. I talk to him even when I'm not at the graveyard. I let him know that I love him and that I forgive him because I know that wasn't him. Everybody who knew Rudy know that was not him on that day. And something was done to him. I knew that from day one because he would have never, ever, ever did nothing like this.
Cette histoire est affreuse et elle dépasse l'entendement. Mais moi je me demande comment un homme ordinaire a pu se transformer en loup-garou comme ça, avec une force décuplée, une force surhumaine, et surtout il n'entendait plus rien autour de lui, il s'est vraiment transformé complètement, autant physiquement que mentalement. Ça fait vraiment peur. Évidemment, tout le monde appréhendait, surtout à cette époque, la propagation de cette nouvelle drogue de synthèse, c'est celle de bain, puisqu'on a tous vu, je pense, les vidéos sur YouTube des gens qui étaient littéralement transformés en zombies, qui déambulaient comme ça dans la rue. Je pense qu'on a tous eu notre dose de peur à ce moment-là. Je comprends d'un côté la réaction de l'entourage de Rudy et surtout leur déni quand ils disent que Rudy est avant tout un être humain, qu'il était gentil, qu'il était bienveillant et tout ce que vous voulez. Car comment accepter que quelqu'un qu'on aime puisse faire quelque chose d'aussi horrible? Mais par contre, je ne suis pas très d'accord avec ce qu'a dit le beau-père de Rudy quand il a dit que le policier aurait pu faire un effort et au lieu de tuer son fils, le neutraliser comme il pouvait et essayer de comprendre par la suite. Il faut se rappeler quand même qu'il a fallu 4 balles pour le neutraliser et qu'à la première balle, il n'avait même pas sursauté. Donc j'imagine la détresse, l'urgence de la situation et l'enquêteur a fait ce qu'il a pu, comme il a pu pour sauver la victime avant tout. Par contre, je reconnais que dans l'affaire Austin Aroof, le forcené a réussi à être arrêté sans être blessé, alors que comme Rudy, il avait fait preuve d'une force surhumaine, il avait refusé d'obtempérer et de lâcher sa victime, et quand le policier lui a dit d'arrêter ce qu'il faisait, il avait aussi relevé la tête et grogné comme un animal. Pour moi, Rudy était effectivement sous l'emprise de quelque chose qui n'a pas été détecté, mais qu'également il souffrait d'une maladie mentale. Il n'arrivait pas vraiment à avoir une vie stable, il enchaînait les boulots, il dormait à droite et à gauche, il parlait souvent de sa dépression, et peut-être que s'il était si religieux, c'est parce qu'il avait trouvé dans la religion une sorte de refuge, une sorte de sens à sa vie. Aussi, le fait qu'il résiste à son arrestation en 2004, tout en faisant preuve d'une force hors du commun au point où il a fallu le taser à plusieurs reprises avant qu'il ne ressente ne serait-ce qu'un choc électrique, me fait penser que Rudy était peut-être schizophrène. En tout cas, il en a quelques symptômes. Enfin, pour en revenir à Ronald Popo, que dire? À part que c'est un homme très fort. Il n'a pas toujours eu la vie facile, mais même dans le pire moment de sa vie, il a réussi à trouver du positif, il a su s'adapter et il ne ressent même pas de haine envers Rudy. Alors ça va peut-être paraître lâche et égoïste ce que je vais vous dire, mais à plusieurs reprises, je me suis dit que j'aurais préféré perdre la vie plutôt que d'être sauvée dans cette situation. Alors que non, c'est pas comme ça qu'il faudrait prendre cette histoire, mais plutôt la prendre comme une claque et se dire que nous, on a la chance d'avoir nos yeux, d'avoir nos oreilles, d'avoir notre visage, d'avoir notre santé, quand d'autres n'ont pas ou plus cette chance, mais surtout se dire que ce n'est pas un dû, que du jour au lendemain, il peut nous arriver quelque chose, on peut faire une mauvaise rencontre et en une seconde, tout peut basculer. C'est tout pour cette terrible histoire, j'ai hâte de vous lire dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce vers le haut et surtout, prenez soin de vous, de votre entourage, n'acceptez jamais rien de la part d'inconnus, surtout si c'est quelque chose à consommer. En soirée, faites attention à vos verres, enfin bref, c'est quelque chose qu'on rabâche souvent, mais on n'est jamais trop prudent. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Bye!